Bonsoir tout le monde, auditeurs de Vigile et de Radio Infocité. Alors, on va discuter maintenant de la crise du coronavirus, de la crise pétrolière et de la crise autochtone qui interagissent maintenant au Canada et qui créent une dynamique pour les nationalistes québécois comme vous et moi, M. Nantel, que j'aimerais qu'on explique comme il faut. Là. On a assisté il y a quelques mois à un chantage du côté albertain lors des élections en Alberta, que si on ne revoyait pas, entre autres, le calcul de la péréquation, si on n'acceptait pas l'oléoduc, que l'Alberta et la Saskatchewan menaçaient de se séparer. Nous, on a compris vite que c'était un chantage, que ça n'avait pas beaucoup de base au niveau géopolitique. Vous êtes un de ceux qui avaient prévu cet éclatement-là du Canada en raison du pétrole enclavé albertain. Et là, au début de la semaine, c'est ce que je disais à des gens, il n'est pas facile de se lever albertain ces jours-ci. En plus, qu'ils ont eu la crise autochtone qui leur ont fait comprendre que les oléoducs, leur projet titanesque, risquait d'avoir du plomb dans l'aile, même que les investisseurs se sont tous retirés un après l'autre. On ne peut plus mettre la faute sur le Québec, parce que là, c'est rendu une crise mondiale, où là, le pétrole albertain, la semaine dernière, a descendu jusqu'à 17,50 du baril. Alors là, les plans du Canada pétrolier sont remis en question aujourd'hui, et j'aimerais avoir beaucoup votre analyse de ça. Oui, bien, c'est toujours la question du pétrole. Écoutez, la géographie finit toujours par dominer l'histoire. L'histoire, les êtres humains, parce que ça bouge, les êtres humains qui bougent, l'histoire. Les êtres humains, ils bougent, mais petit à petit, à mesure que le temps passe, bien, ils sont obligés de se réorienter dans le sens de la géographie pour obéir à la géographie de façon à faire le maximum de profit possible quand ils travaillent. Alors, c'est toujours le problème du Canada qui a été créé par la force, pour des raisons complètement extérieures à la géographie. Le Canada s'est développé dans un sens est-ouest, alors que tout le continent américain a une géographie dans le sens nord-sud, avec quelques exceptions notables, dont le Québec, la fameuse vallée du Saint-Laurent, qui est de sens est-ouest. Alors, le Canada est un pays artificiel qui, avec le passage du temps, est devenu de plus en plus un pays dysfonctionnel, un pays qui ne répond plus aux besoins. Le Canada est un pays qui était très bien conçu pour régler les problèmes du 19e siècle, mais pas du 21e. La situation a changé, le monde s'est réorienté, s'est modifié. Alors, le Canada est un pays de 5000 km de la frontière américaine. Alors, la grande tache rose qu'on voit sur les cartes, c'est un rêve, c'est de la glace. C'est une réserve de matières premières, c'est comme le pôle Nord ou le Groenland, c'est vide. On a eu l'accueil de 3000 loyalistes lors de l'indépendance américaine qui refusaient l'indépendance américaine, qui voulaient garder leurs privilèges par rapport à la couronne britannique, qui sont venus vivre avec nous dans la peur de devenir américains. Et là, on s'aperçoit tranquillement à travers l'histoire qu'on s'est installé surtout à la frontière États-Unis-Canada. Et là, on le voit entre autres avec l'Alberta qui vend 97 % de son pétrole aux Américains. Les axes nord-sud, sud-nord reprennent graduellement le dessus. Les êtres humains, c'est un animal tropical, l'être humain, puis il aime vivre au chaud. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce que le Canada se soit développé, collé le plus au chaud possible, près de la frontière américaine. Le Canada, c'est un pays qui est distendu, allongé, de sens est-ouest, alors que la géographie va de sens ouest-est, et nord-sud dans le sens des montagnes rocheuses, le Mississippi, tout ça. L'Alberta est enclavé. C'est un territoire continental. On en a parlé dans la dernière vidéo, c'est le problème des puissances continentales. Chose intéressante, on a vu l'opposition se créer entre les puissances continentales et les puissances maritimes. Eh bien, si l'Alberta est continentale, le Québec est maritime. Alors, encore une fois, on a un conflit entre un État qui, lui, a intérêt à aller sur les océans, aller chercher son pétrole partout. L'intérêt du Québec, c'est d'avoir le choix entre le pétrole qui vient de l'extérieur, qui vient des États-Unis ou qui vient de l'Ouest, de façon à prendre celui qui est le moins cher dans chacune des circonstances. Alors, ça, il y a une contradiction ici. Oui, puis la logique canadienne là, des derniers mois voudrait que le Québec, si on suit la logique de certains politiciens qui n'ont pas trop compris la géopolitique, qu'on devrait être encore plus dépendant du marché albertain vu que c'est nos amis du Canada.
Et, donc, pour eux, oui, c'est pour bon. eux. Mais pour nous, eux, on n'a pas avantage à avoir juste un fournisseur. On a avantage, compte tenu de notre contexte géopolitique, de faire affaire avec plein de monde pour avoir... Oui, d'être trois sources différentes. C'est ça, il faut comprendre ça. Là. Il y a beaucoup de pétrole qui est consommé au Québec qui vient des États-Unis. Oui. Alors, avant, ça venait... vous savez, on vient de le dire, là, le Canada, ça a été construit dans le sens est-ouest, alors que ça devrait être dans le sens ouest-est. Actuellement, c'est dans le sens ouest-est, parce que le grain, le pétrole, le gaz de l'Alberta coule vers le Québec. Alors là, c'est la géographie qui gagne sur l'histoire. Et le pétrole d'Alberta qui est vendu aux États-Unis dans le sens nord-sud. C'est la géographie qui gagne encore une fois. Mais c'est pas ça le Canada. Le Canada, c'est un pays de l'axe est-ouest, non pas ouest-est, non pas nord-sud. Complètement au sens contraire de la logique. Dans le sens contraire. Puis ça, c'est le temps qui a fini par venir à bout. Parce que tout le monde veut faire de l'argent de la façon la plus économique possible. La réalité de ce pays qui est collé sur la frontière américaine, c'est la réalité économique, géopolitique, militaire et même culturelle dans le cas du Canada anglais, c'est que le Canada fait partie des États-Unis, du territoire américain, du continent nord-américain. Alors, le résultat de tout ça, c'est que le pétrole de l'Alberta, qui se vend aux États-Unis, est en compétition avec le pétrole américain. Alors, les Américains ont leur propre pétrole. Alors, si les Albertains veulent vendre leur pétrole, ils sont obligés de suivre les lois américaines, puis ils ne peuvent pas le vendre ailleurs. D'où l'importance, pour le Canada, d'augmenter ses ventes dans le sens est-ouest, dans le cas de la... Pour sortir du carcan américain. Ben oui, parce que si les Américains vont jusqu'à demander 40 de réduction. L'Alberta a un seul client essentiellement, même si le Québec achète de sa consommation 60 du pétrole albertain. La production albertaine, elle, 97 est vendue au sud. Je crois que quand vous parlez de 97 c'est ce qui se vend à l'étranger. Je me trompe? Ben moi, c'est des chiffres qu'on m'a donné à en tout cas, ce que je pense, c'est que une grosse partie du pétrole... Le pétrole exporté à l'extérieur du Canada, 97 ça ne marcherait pas. Le Québec puis l'Ontario servent du pétrole de l'Alberta. On ne peut pas faire 3 en tout cas. Ce que je pense. Il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier, c'est juste des définitions. Mais tout ça pour vous dire que le Canada qui essaie de fonctionner dans un sens inverse de la géographie, c'est passé. Le Canada, c'est une survivance d'un empire disparu, l'Empire britannique, qui n'est plus peuplé par des Britanniques, par des gens qui viennent de partout sur la planète. Il y a des grumeaux de peuplement qui se forment, notamment asiatiques dans la région de la Colombie-Britannique, Inuits dans le cas du Nunavut, francophones au Québec qui n'ont pas réussi à tuer ça. Donc, il y a des distensions, les frontières sont folles au Canada, c'est des lignes droites, bon, etc. On va en parler tantôt de ça, oui. Alors, ce qui se passe présentement, c'est que le Canada est paralysé dans une constitution qui date pas vraiment de 82, de 1867, qui a été rénovée en 82, mais qui est restée la même. Sa constitution est barrée, a été barrée par Pierre Elliott Trudeau, impossible de la changer, alors que l'histoire a changé. Le monde a changé, la population a changé, les problèmes ont changé. La mondialisation n'existait pas, c'est pour ça que le Canada pouvait être Est-Ouest. Et là, avec la crise autochtone, ce lien Est-Ouest-là a été remis complètement en question ces dernières semaines et au gros désavantage des Albertains, encore une fois. Là, vous parlez des Autochtones. Oui. Une autre chose qui paralyse le Canada, c'est la culpabilité des Anglo-Canadiens pour ce qu'ils ont fait aux Autochtones. C'est pas nous qui avons fait ça, c'est eux. Nous, on n'a jamais bousculé les Autochtones, on était amis avec eux, puis depuis 1760, les Autochtones sont totalement sous le contrôle du fédéral, donc du Canada anglais. Et également, une autre chose qui paralyse présentement le Canada, c'est le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau, qui va avec la culpabilité. Alors, par exemple, Trudeau a dit on n'enverra pas l'armée canadienne contre des citoyens canadiens. C'est curieux parce qu'il est très, très orgueilleux de son père qui a envoyé l'armée canadienne contre les Québécois. Pour une poignée de supposés... Ouais, en tout cas, ça ne les a pas gênés à ce moment-là de le faire. Alors, en tout cas, c'est des conneries. Alors, le problème de l'Alberta, parce que le Canada dépend du pétrole, pour une grande partie de son économie, c'est devenu quelque chose de très important. C'est pas dominant, mais c'est très important parce que c'est du profit facile. Oui, on va donner un exemple. Quand le prix du pétrole a augmenté à au-dessus de 140 $ le baril, vu que le Canada est un État pétrolier essentiellement, le dollar canadien est devenu plus fort que le dollar américain. Ah, bien sûr. Quelques semaines. Ah, oui, bien sûr. Oui. Ça, c'est basé. D'ailleurs, moi, je suis là tous les jours
le dollar canadien suit les cours du pétrole. C'est ça. Pas parfaitement, parce que c'est gros le Canada, on a des grosses économies. Le Québec ne produit pas de pétrole. En tout cas, mais toujours est-il que leur problème au Canada, c'est de sortir le pétrole dans le sens est-ouest ou ouest-est, de façon à pouvoir négocier avec les États-Unis un meilleur deal que payer 40 les Américains, autrement dit, prennent des droits de passage, que j'appelle, là c'est plus des droits d'entrée, mais c'est la même chose. Ils profitent de leur situation géographique, les Américains, pour faire des profits avec le pétrole étranger canadien. Bon, le Québec ne peut pas le faire parce qu'on est coincé dans le Canada. Le Canada... il faut qu'il passe par le Québec, parce que le Québec, c'est une puissance maritime. À partir de Montréal, à partir de la frontière de l'Ontario et du Québec, ça va vers l'océan. Alors, ils passent toutes les communications du Canada anglais passent par la vallée du Saint-Laurent, y compris le gazoduc qui va rentrer par Saguenay, qui va sortir par le Saint-Laurent. Alors, le Québec, l'histoire du Canada a toujours été faite au Québec, qui est le seul territoire essentiel d'entrée ou de sortie de tout le Canada, qui est un pays enclavé. Le Québec, c'est ça qui désenclave le Canada. Et c'est pour ça que l'Alberta a tant besoin du Québec pour passer son pétrole vers l'Est. Voilà. Alors, une chose que moi je dis que je dis pas souvent, mais qui est vraie, c'est que la plupart des premiers ministres du Canada venaient du Québec au cours du 20e siècle. Ceux qui ont fait depuis longtemps, Wilfrid Saint-Laurent, Wilfrid Laurier, Saint-Laurent, Trudeau, Justin Trudeau, Mulroney, etc. Et ce que font ces gens-là, qui viennent du Québec, qui parlent français, qui connaissent, c'est qu'ils exportent à Ottawa, qui est juste à côté du Québec, la petite guerre civile qu'il y a au Québec entre ceux qui veulent que le Québec devienne plus fort, mettons ça comme ça, et ceux qui voudraient que le Québec disparaisse pour que ça devienne un Canada uni. Alors, chrétien aussi, j'avais oublié chrétien. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'eux autres, ils exportent ça, ce qui fait que la politique canadienne est un reflet de ce qui se passe au Québec. C'est les mêmes mentalités. Il faut être ouvert à l'immigration parce qu'il faut faire entrer beaucoup d'immigrants, c'est le truc de Durham, de façon à ce que le Québec soit plus capable de se défendre, que le Canada reste uni. Et le résultat de ça, c'est que comme les immigrants quittent le Québec, parce que le Québec, c'est la province la plus pauvre du Canada, les hivers sont désagréables, puis il y a 2 langues difficiles à apprendre pour avoir un emploi décent, puis il y a la cause nationale. Alors, les immigrants sont tout le temps partis. Fait que pour assommer le Québec, il faut qu'ils tuent le Canada anglais. Puis c'est ça qui se passe au Canada anglais, c'est qu'ils sont submergés par toutes sortes de problèmes qu'il n'y avait pas auparavant, parce que c'était des Européens qui avaient juste à apprendre l'anglais, puis c'était des protestants ou des catholiques, il n'y avait pas de problème. Alors, ils se retrouvent avec toute une série de problèmes qui viennent du Québec par les premiers ministres qui font des lois en pensant à la situation québécoise, mais qui vont toucher jusqu'au Yukon. Fait que c'est un pays qui est encore plus artificiel à cause de ça, parce que les premiers ministres viennent du seul territoire essentiel du Canada, qui est la vallée du Saint-Laurent, qui est extrêmement importante. Maintenant, le problème qu'on voit maintenant ils veulent faire renaître l'axe ouest-est, cette fois-ci, pour descendre vers le Québec, c'est la fameuse crise autochtone. Puis là, c'est tous les problèmes que le Canada a accumulés en 150 ans de folie à accumuler, parce qu'ils sont gelés dans une constitution qui date de 1867, qui ne bouge plus, alors que toute la situation a évolué. Alors, quand il y a eu la crise avec le Trans Mountain, pour aller à travers la Colombie-Britannique, il s'est passé quelque chose, c'est qu'une tribu a décidé de bloquer. Puis il s'est passé quelque chose également de plus spécial. C'est une tribu qui a décidé de bloquer le pipeline, et c'était même pas la partie de la tribu qui était élue. C'était des gens héréditaires. C'est n'importe qui. Ouais. Je sais bien, c'est leur culture. On s'adapte, nous, là. On s'adapte à l'islam, on s'adapte à l'anglais, on s'adapte à toutes sortes de choses au Québec. Ils sont capables de s'adapter à la démocratie. Si ces gens-là ont la population avec eux, qui se fassent élire. Ouais. Mais là, c'est n'importe qui, des bandits masqués, qui disent, là, c'est nous qui avons décidé, on est autochtones, puis on comprend pas ça, la démocratie. Ça, c'est de la bullshit. Alors, le problème de ça, c'est que quand un petit groupe, qui n'est même pas élu, a décidé de bloquer le projet, parce que les chefs élus des Wet'suwet'en, avaient dit oui au projet. Alors, c'est ceux, les héréditaires qui ont dit non. Quand eux ont fait ça, tous les Autochtones du Canada les ont appuyés, puis ont commencé à mettre des barrages. Alors, on n'a rien à foutre, nous autres, en quoi le Nouveau-Brunswick a à faire avec le pétrole de l'Alberta. Bon. Oui. Alors,
ça, c'est... Puis là, ce qui est arrivé, ce qui est devenu très clair dans la crise autochtone, c'est que les Autochtones disaient, on veut, pour négocier, commencer à négocier, on veut que la police sorte de nos territoires. D'abord, c'est quoi leur territoire? La grosse question, gros territoire. C'est des gens qui ne sont pas élus. Il faut que la police sorte, puis que la loi canadienne ne s'applique pas. Les ordres des juges, là, vous allez enlever vos barricades, là, ça ne compte pas. Puis le chef Norton, Kahnawake, il a dit les lois ne s'appliquent pas sur le territoire de la frontière et la police ne rentrera pas chez nous. Ce sont des territoires, ça c'est une déclaration d'indépendance. Oui, c'est ce que... Ça s'appelle une déclaration de facto. On est indépendant de facto. À l'intérieur d'un État. Donc là, ça s'appelle des États dans l'État. Ils prennent comme un droit de veto sur toutes les voies de communication aussi. Ils ont bloqué, un désordre énorme. Là. Ils ont bloqué à Kahnawake, ils ont bloqué également parce que les Mohawks sont éparpillés en Ontario, au Québec. Oui. Puis Puis le problème, c'est qu'il faut voir la carte des réserves autochtones au Québec. Il y en a partout. Oui. Pas au Québec, au Canada. Ouais. Puis il y en a beaucoup plus dans l'Ouest. Alors ça veut dire, puis là, ça a été accepté, ça. Fait que là, au lieu, Trudeau a dit, on n'enverra pas l'armée contre les citoyens, bien le résultat, c'est que ça fait des États dans l'État. Il y a combien? 300 réserves. Ils peuvent bloquer n'importe quoi. Puis si ça bloque une place au Labrador, ça va bloquer jusqu'au Yukon. Parce qu'ils vont tout bloquer. Ça s'appelle créer des États dans l'État. Ça ne fonctionne pas en géopolitique. En politique, ça n'a jamais fonctionné. La seule fois où ils ont essayé ça en France, il y avait les protestants, il y avait des villes, il y avait des villes fortifiées à eux. Bien, Richelieu a dit qu'il faut se débarrasser de ça, il est rentré dans le tas. Alors, ce qu'il aurait fallu faire avec les Autochtones, ce qu'il aurait fallu faire avec le Québec, ce qu'il aurait fallu faire avec les Maritimes, avec les gens de l'Ouest, les gens qui se sentent aliénés au Canada, il aurait fallu modifier la Constitution canadienne pour respecter les droits des Québécois, les droits des francophones hors Québec qui ne sont pas respectés. Dans la Constitution canadienne, puis les juges, les droits de la communauté anglophone, les privilèges de la communauté anglophone sont tous protégés. C'est dans la Constitution canadienne, ça. Oui. Mais pas les droits des francophones hors Québec. Mais ça, c'est toutes des folies de vieillissement, là, parce que la Constitution est vieille. Qu'il aurait fallu qu'ils s'assoient, qu'ils règlent le problème du Québec. Les Québécois l'ont dit. Ça fait plusieurs fois que nous, on ils veulent être indépendants dans un Canada uni. La farce c'est vraiment ça que les Québécois... En fait, les Québécois de souche ont voté oui en 95, mais les autres Québécois ont dit non à 95 %. Donc, le Québec a dit non. Il aurait dû s'asseoir, s'entendre avec le Québec et avec les Autochtones. Refaire un pays, souveraineté association, ou ce qu'ils veulent. Fédéralistes renouvelés, mais faire quelque chose. Ils ont dit non. Ils nous ont imposé toutes sortes de choses. Puis là, ils se retrouvent avec un problème où il y a le Québec qui est encore en dents, même malgré tous les immigrants qui ont rentré, parce que les immigrants ont tendance à foutre le camp. Alors, ils ont un problème que le Québec pourrait essayer de devenir indépendant dans 1 an, 10 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Alors, à mon avis, c'est la géographie qui fait les peuples. C'est pas les peuples qui font le pays. Alors, tôt ou tard, ça va rebondir. Puis là, on se retrouve avec le problème du Québec qui est toujours menaçant. Le gros morceau qu'il faut contrôler au Québec, c'est le peuple québécois qui est 8 millions, qui contrôle le seul territoire essentiel du Canada. Puis le deuxième, maintenant, c'est les États dans l'État qui viennent de se créer à travers le Canada par solidarité. Les Autochtones sont forts de leur faiblesse. Ils sont forts de la culpabilité du Canada anglais, qui n'osent pas envoyer l'armée contre des citoyens canadiens. Mais je suis désolé, mais s'ils refont ça, là, parce que ça va se refaire. Puis encore une fois, ça pourrait être une discussion dans le nord du Labrador. Oui. Ça va aller jusqu'au Yukon. On va tout bloquer, les routes. Et en passant, ils ont été très habiles, les Autochtones, cette fois-ci, contrairement à la crise d'Oka. Ils se sont attaqués aux compagnies, aux chemins de fer, et non pas aux routes, aux ponts. Parce que ça, c'est attaqué à la population. Puis à Oka, là, au Kahnawake, il y a des gens qui garochaient des briques, les gens sont en colère. C'est du monde normal, hein. Il y a du bon, du mauvais. Puis ils les ont attaqués. Alors là, ça a été fin ce qu'ils ont fait. C'est fin ce qu'ils font. Ils profitent de leur faiblesse, ils profitent de la culpabilité du Canada anglais, puis ils imposent leur vision. Ce qu'ils ont imposé, là, c'est des États dans l'État. On a 300 pays dans le Canada, là, présentement. Et celui là qui semble avoir aussi une position très favorable, vous allez m'en parler un petit peu, c'est les Mohawks qui sont à cheval sur la frontière États-Unis-Canada. Ça leur donne un privilège énorme et ça crée des problèmes au Québec aussi, là, parce que rappelez-vous de la crise autochtone là, il y a quelques semaines, en Alberta,
On a quand même, des citoyens ont mis fin à un barrage d'Autochtones. Et à Belleville, en Ontario, la GRC est intervenue et ça n'a pas fait comme la crise d'Oka en 90. Il n'y a pas personne qui a tiré sur les policiers. Tandis qu'ici, Legault n'a pas voulu intervenir parce qu'eux, ici, sont armés, sont sur à cheval sur une frontière. Et ça fait l'affaire du Canada aussi. À toutes les fois qu'il y a un bouillonnement au Québec, on semble utiliser une vieille arme coloniale. Oui, c'est divisé pour régner. D'ailleurs, je vous ferai la remarque suivante, c'est que le seul moment de son histoire où le peuple québécois a contrôlé une armée, c'est pendant la crise d'Oka. Ce qu'a fait le fédéral à ce moment-là, ils ont donné l'armée québécoise, les soldats québécois, à Bourassa, puis on règle le problème à Oka. Puis fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que c'était des soldats québécois qui affrontaient des Autochtones, mais c'était pas des soldats québécois, c'était des soldats canadiens délégués. Ils se débarrassent du problème, ils divisent pour régner. Fait que ce qu'on a vu, c'est le Mohawk qui affrontait le soldat québécois de souche. Ouais. Puis il parlait en anglais, puis il comprenait pas l'anglais, fait que le gars, il le regardait. Alors, c'est la technique. Quand la crise a été finie, évidemment, ils ont repris le contrôle de l'armée canadienne. Ouais. Alors ça, c'est des trucs divisés pour régner. Maintenant, la solution à la crise, parce que là, ça a passé, il n'y a pas de problème. Les Autochtones, vous l'avez dit, en Ontario puis en Alberta, les gens sont intervenus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont attaqué les trains et non pas les routes ou les ponts. Parce que ce qui est arrivé à Oka, là, l'armée, il fallait que ce qu'ils ont fait, l'armée, c'est qu'ils ont décidé à un moment donné, là, les gens ont commencé à lancer des briques à des gens là, qui sortaient avec des enfants. Là, c'était dangereux. Mais là, c'est un mob. Il y avait ça, un mob en anglais, c'est une foule, des gens qui profitent du fait qu'ils attaquent les gens, puis ils tuent, puis ils volent, ils violent. Bon, enfin, c'est comme ça dans les guerres. Quand il n'y a plus de... C'est l'anarchie. Quand il n'y a plus de contrôle, c'est l'anarchie. Alors, ils ont été habiles de ce côté-là. Par contre, quand les gens ont attaqué des femmes, des enfants, je me souviens de la filette de voiture qui sortait puis les gens garochaient des briques parce qu'ils étaient tannés. Oui. Ils avaient bloqué le pont, ils ne pouvaient pas aller travailler, mais on était en furie. Alors là, ce qu'ils ont fait, l'armée, ils ont dit, OK, on va couper l'alcool puis les cigarettes qui rentrent sur la réserve. Bien, les gars, ils ont des problèmes d'alcool, les Autochtones, puis fumer. Les gars, ils se sont rendus. Puis là, l'armée a simplement refermé tranquillement. Ils disaient « Baissez vos armes, baissez vos armes. » Les gars avaient le goût de tirer « Baissez vos armes. » Puis là, ils ont brûlé leurs armes, puis ils se sont rendus. Puis là, ils ont fait les victimes regarder les méchants blancs qui nous tuent. Bon. Puis il n'y a pas rien eu, mais celui qui est mort, c'est un Québécois. Puis les maisons qui ont été détruites, des maisons de Québécois de souche, puis etc. Là, c'est ça qui est arrivé. Il y a des anglophones là-dedans aussi. Mais tout ça pour dire qu'au Québec, on veut négocier, nous, avec les Autochtones. On a négocié. Le Canada travaille très bien pour nous diviser et la baie James, oui. S'il faisait la même chose, moi, la baie James, c'est un exemple. C'est avec M. Landry, hein, c'est ça? Non, c'est Bourassa. Là, quand il a fait ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait comme ils faisaient tout le temps, puis Bourassa, il a fait comme tout le monde. Bon, OK, je vais aller rapidement. Le Canada s'est développé dans le sens est-ouest, puis le Québec, pour se libérer instinctivement, on était dans le sens nord-sud. Alors, le curé Labelle a été dans les pays d'en haut. Ensuite, on a développé l'Abitibi. Ensuite, on a développé le plan nord. C'est l'axe nord-sud. Puis, on vend 70 % de nos exportations vont aux États-Unis. Bon. Alors, le résultat, c'est que les Québécois ont fait ça naturellement. Puis, quand ils ont développé la baie James, c'est des avocats canadiens-anglais qui ont été aidés les cris à dire « Une minute, là, c'est notre territoire. » Puis là, c'est Malouf, un autre étranger, un gars qui venait du Liban, qui a dit « Puis il a raison. Pas parce qu'il venait du Liban qu'il avait tort, il avait raison. Il a dit « Ils ont des droits, les Autochtones. » Puis là, c'est Billy Diamond qui a bloqué le projet. Mais là, on parle de milliards de dollars. Alors là, Bourassa s'est reviré de bord, puis il a négocié avec les CRI. Puis là, l'entente qui a été faite avec les CRI, on dit « OK, vous avez des droits, on va les respecter, on va vous donner de l'argent. » Ça a coûté des milliards. Au début, c'était 200-300 millions. Ils ont abandonné. Même quand vous dites que les territoires de Montréal, c'est un territoire non cédé, toute la moitié nord du Québec, ça a été cédé. Dans la convention de la baie James, ça nous a coûté des centaines de millions, ça a des milliards aujourd'hui. Il y a 4 mots différents. On renonce, cède, transporte et abandonne tout droit de quelque nature que ce soit, quelques droits autochtones de quelque nature que ce soit, nous les abandonnons en échange des privilèges. Et, ça c'est très intéressant, le Canada et le Québec acceptent cette cession. C'est-à-dire que le nord du Québec, c'est réglé, mais ça a coûté des milliards. Oui. Parce qu'après, il y a eu la paix des Braves avec Landry. Oui. Après, il y a eu l'entente qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Alors, les CRI vivent, c'est les plus riches d'Amérique du Nord. Mais ça, c'est des Canadiens anglais qui ont aidé les Autochtones du Québec. Mais là, évidemment,
moi, à quoi je m'attendais, c'est que ça fasse boule de neige partout au Canada. Ben non! Le Canada n'a pas agi de cette façon-là parce que ça leur coûterait très cher. Ah, mais là, ça arrive. Oui. Là, ça arrive. Les CRI, ils n'ont pas bloqué les routes parce qu'ils ont des ententes. C'est des ententes, là. Tu ne bloques pas les routes, c'est écrit, là. C'est ça. On a verrouillé ça, là, nous autres. Puis en passant, les Autochtones... Ce que le Canada n'a pas fait, là. Bien, ils l'ont pas fait, ils ont laissé aller, parce que l'idée, c'est de voler, c'est de prendre tout ce qu'ils peuvent. Parce que ça a été du vol, là, quand ils ont volé les terres des Autochtones. Alors maintenant, les Autochtones, qui voient que le Canada est coincé par la culpabilité, le premier ministre n'arrête pas de pleurer. Il en profite. Il pleure, il s'excuse. Bon, fait qu'il en profite. Fait que là, on se retrouve devant une situation, ils ont contrôlé le Québec, ils ont nuit au Québec, avec les Autochtones du Québec, mais pas au reste du Canada. Puis là, le Québec, on n'est pas satisfait, nous autres, dans le Canada. Les Autochtones ne sont pas satisfaits, mais les Autochtones, eux autres, sont en position de force, parce qu'ils sont faibles, à cause de la culpabilité du Canada, puis le monde international, ils s'en foutent, le monde. En passant, 80% des pays du monde ont des minorités autochtones ou équivalentes. Alors, ce qui arrive, c'est que les Autochtones, maintenant, tout ce qui est l'axe canadien Est-Ouest, ils l'ont. Mais il n'y a rien dans le sens nord-sud. Je ne sais pas si vous avez noté. L'Alberta continue de vendre son pétrole aux États-Unis sans que ça soit bloqué. Pas bloqué. Puis nous, on vend notre hydroélectricité aux États-Unis sans que ça soit... Là, c'est bloqué par des environnementalistes américains. Oui. Ils veulent faire un référendum, on verra. Mais le point, c'est que l'axe Est-Ouest, les Autochtones, ce qu'ils veulent les Autochtones, tu sais, l'histoire, les Autochtones, c'est des environnementalistes naturels. C'est de la foutaise, c'est des êtres humains comme vous et moi. Puis ils veulent des sous. Ils sont pauvres, ils sont tannés d'être pauvres. Alors, ils veulent de l'argent. Fait qu'il y a eu des ententes. Puis là, j'ai vu récemment, il y a une entente avec 8 groupes à travers le Québec, jusqu'en Ontario. Puis là, les groupes dans l'Ontario discutent pour savoir combien est-ce qu'on va payer. C'est des droits de passage. C'est ce qu'ils font en ce moment, effectivement. Ah, mais moi, j'ai toujours parlé de droits de passage à travers le Québec. Oui, le Québec pourrait faire la même chose sur son territoire. Tous les pays font ça. Tous les pays font ça. Alors là, les Autochtones sont en train de le faire à travers le Québec, à travers le Canada. Ce qui veut dire que l'axe Est-Ouest du Canada est en train de mourir, puis Warren Buffett s'est retiré du gazoduc GNL parce qu'il s'est dit, voilà, c'est évident. Ça ne marchera pas. Bien, il suffit qu'il y en ait. Comme je l'ai dit, dans le nord du Labrador, tout bloque. Il n'y a rien de plus nerveux qu'1 million de dollars en investissement. Donc, cette crise... donc, moi, cette petite capsule-là, M. Nantel, je voulais la faire pour dire à nos auditeurs, là, pour bien expliquer que c'est Jason Kenney qui avait parti le bal à l'élection en Alberta où il disait, si on n'accepte pas l'oléoduc, nous, on se sépare. Et on va faire, ou on va renégocier la Constitution, parce que là, il y a le mouvement Wexit qui est apparu, puis Jason Kenney a utilisé très bien cette menace-là dans le temps. Et là, tout est oublié aujourd'hui. Parce que là, il y a des choses qui ont changé. On a un premier ministre du Canada faible qui n'est pas capable de régler rien. Et on a un prix du pétrole maintenant qui nous assure que tout projet en Alberta va être hautement déficitaire. Ça fait l'affaire des Américains? Ben oui. N'oubliez pas que les Américains sont d'accord avec ce qui se passe. Et moi, là, je veux qu'on conclue cette capsule-là. Moi, je suis premier ministre du Québec. Qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ces événements-là actuellement qui positionnerait le Québec dans une position avantageuse? Bien, écoutez, on est déjà dans une position avantageuse pour la raison suivante, c'est que l'axe Est-Ouest est en train de mourir, puis l'axe Nord-Sud se développe. Et je ferai remarquer une chose, pour tout ce qui est de l'axe Est-Ouest qui concerne le Québec, c'est non. Ils ont fait le tour du Québec avec la ligne électrique de Terre-Neuve qui est en faillite, qu'on va payer. Ils nous ont empêché de vendre, d'acheter le système hydroélectrique de Nouveau-Brunswick. Puis il y avait la ligne Borden, le pétrole qui venait de l'étranger, qui était raffiné à Montréal, qui n'avait pas le droit de passer la frontière du Québec et de l'Ontario, dans le sens Est-Ouest, alors que le pétrole dans l'autre sens fonctionne. Notre hydroélectricité, l'Ontario la refuse. Fait que tout ce qui est Est-Ouest pour le Québec, c'est non. Tout ce qui est Est-Ouest pour le Canada, c'est oui. Puis tout ce qui est Nord-Sud, bien, ils ont aidé nos... Alors, le résultat, c'est qu'on se retrouve avec l'Alberta qui... ils peuvent pas, ils n'ont pas le droit de devenir indépendants pour toutes sortes de raisons. D'abord, c'est pas une nation. Nous, on en est une. C'est l'autre chose aussi. Hein? L'Alberta, Saskatchewan, ça a été divisé par des raisons administratives canadiennes. Ça n'a rien à voir avec une nation. Donc, quand ils menacent de se séparer, ils n'ont pas les critères au niveau international, comme le Québec peut avoir, qu'ils forment une nation. C'est juste un problème économique. C'est interdit dans la Constitution canadienne de changer la péréquation.
Ouais. La péréquation, je l'ai calculé, en 2018, on a reçu 12 milliards supposément, Ouais. mais il n'y en a seulement que 7. C'est 7 milliards qui viennent du Québec, qu'on a reçu vraiment. Tout le reste, c'est de l'argent que les Québécois se paient à eux-mêmes. Alors, le point de la péréquation, c'est dans la Constitution canadienne. Ils sont obligés. C'est pas l'Alberta qui décide de ça. Puis l'argent ne vient pas de l'Alberta. C'est de l'argent qui vient des Parce que là, taxes ça de va tous être les dur à Québécois. prouver, là, avec le prix du baril de pétrole en ce moment albertain. Ça va être dur de prouver qu'ils payent nos garderies ici au Québec. Là, il va falloir qu'ils trouvent d'autres choses. Et la menace de se séparer, nous, au Québec, si c'est pas avec l'Alberta, nos principaux clients sont vers les États-Unis. Donc, nos intérêts actuellement, et de plus en plus, vont être vers le sud et non pas vers l'Alberta. Bien sûr, d'ailleurs, c'est carrément ça au niveau économique. Puis même au niveau, nous, au niveau culturel, évidemment, on a tout le temps été reliés à la francophonie, qui est une organisation atlantique. Ouais. C'est autour de l'Atlantique, la francophonie. Alors, on est vraiment tourné de ce côté-là, au niveau culturel, au niveau économique du côté des États-Unis. Au niveau, c'est au niveau politique où on est coincé, au niveau constitutionnel. Mais dans le cas de l'Alberta, c'est un autre monde. Oui. Nous, le pétrole de l'Alberta, puis c'est pas vrai qu'on en profite. Puis en passant, c'est nous qui avons payé pendant, en fait, des siècles, le développement de l'Ouest canadien quand on était 90, 70, 50, 30 % de la population. Et ça, ils l'oublient. Hein? Ils sont certains que c'est eux qui ont payé pour nous. Alors, essayez de m'expliquer ça, là, quand l'Alberta avait une poignée d'individus avant justement le boom pétrolier. Qu'est-ce qu'ils nous ont payé ici au Québec? L'Alberta fait faillite, je crois, en 1957 dans ces coins-là. Oui, il y en a pas même qui a fallu qu'il renfloue. Ouais. Mais actuellement, on est en train de renflouer Terre-Neuve, qui a fait une gaffe pour contourner le Québec. On n'en parle pas. Là, il y a eu un rapport qui est sorti et a dit que le premier ministre qui a fait ça, que c'était mal avisé. Un projet qui était supposé coûter 2-3 milliards, qui coûte 15 milliards, et au nombre de populations que Terre-Neuve a, un projet comme ça peut les mettre en faillite. Oui, puis en ça, c'est qu'ils n'ont pas le savoir. Puis s'ils avaient fait affaire avec le Québec, parce que c'est eux autres qui met en colère, c'est qu'ils voudraient renégocier le truc de Churchill Falls, le premier, qui était très content de signer en passant, parce qu'ils s'appropriaient, on venait de reconnaître leur souveraineté sur le Labrador. Droit qui était sur le Labrador. Alors, ils étaient contents. Puis là, quand ils se sont rendus compte alors, il fallait qu'ils signent une autre entente pour le Churchill, complètement séparé du premier contrat, parce que nous, on va le respecter jusqu'au bout. Ça fait une des fois qu'on gagne, on va gagner. Alors, il aurait dû passer à travers le Québec. Puis on a l'expertise, Muscarath Falls, puis c'est nous qui avons construit, parce que c'est nous qui avons l'expertise, on construit des barrages depuis 50 ans. Ils ont préféré prendre des Italiens pour faire construire ça. Ils se sont fait fouiller. Et au lieu de coûter 2 milliards, ça en coûte 15 milliards. Donc, du côté Est, on va être obligé de payer ça. Du côté Ouest, je veux faire bien comprendre aux gens que la crise pétrolière, c'est pas au niveau canadien, c'est mondial. Donc, tout ce on a essayé de nous faire croire qu'il nous faisait vivre par le pétrole canadien, là, ça va être moins vrai dans les prochains mois. Il y a toutes les subventions qu'on a données à l'industrie pétrolière. Que l'Hydro-Québec n'a jamais eu de sa vie. L'Hydro-Québec n'a jamais rien su. Mais c'est des gros montants, là. C'est des centaines de millions par année. C'est encore le Québec, pour certains qui ont ces mythes-là dans la tête, qui est à la remorque du Canada. Et là, on va pouvoir le prouver. Et là, une occasion unique aussi, on a un pouvoir fédéral affaibli avec Justin Trudeau, qui là, avec la crise du coronavirus, qui nous emmène là, dans une grave crise économique. Est-ce que le Québec va vouloir continuer dans ce gouffre-là ou va vouloir s'extirper de ça? Je pense que ça commence à être de plus en plus clair, et surtout avec la crise qu'on a avec le coronavirus, où le Canada ne prend pas ses responsabilités, essaie de donner ça aux provinces. Notre premier ministre du Canada disparaît. On voit vraiment le côté artificiel de ce pays-là, la nocivité des deux paliers de gouvernement au Québec qui s'opposent un et l'autre ou qui ne travaillent pas dans le même sens et qui créent de graves problèmes. On a des exemples concrets en ce moment de ce que les nationalistes, les souverainistes ont voulu expliquer longtemps. Là, on va le vivre. Donc, c'est encourageant pour nous. Vous savez, dans le rapport Durham, il disait de régler le problème en allant au fond des choses, en détruisant le peuple qui contrôlait l'entrée du Canada. Ils ont décidé 20 ans plus tard, en 1867, OK, on règle le problème, on ne fera plus ça. On va recréer le Québec, le Bas-Canada, puis on va les laisser s'occuper de tout ce qui concerne la population. Puis nous, on va garder tout ce qui est international. Tout ce qui traverse le Québec, parce que c'est ça notre richesse, ça appartient au Canada anglais, au fédéral. Alors, ce système-là, le système a été conçu comme ça. Le fédéral ne touche pas aux individus,
Ce qui fait mal aux individus, on n'y touche pas. Puis nous, on garde l'argent, puis on garde le contrôle. On coupe les là, brubants, aujourd'hui, ça ne marche plus, ça. Ouais. Puis Trudeau, il le fait systématiquement. Quand il a dit, comment est-ce qu'il a dit ça? Il a dit, le problème à Akwesasne et à Kahnawake, c'est un problème québécois. Absolument pas. Les Autochtones sont totalement de la responsabilité du fédéral. Puis la façon de régler la crise avec les Autochtones, c'est d'envoyer l'armée. Oui, c'est très clair dans la population québécoise. Oui, on envoie l'armée, on calme, on enlève les bandits masqués, mais après, pas juste la violence, ça c'est le truc des Canadiens anglais puis de l'Empire britannique, après on discute puis on règle le problème avec les Autochtones. Les Autochtones ne veulent pas se faire tuer. Ils veulent pas se faire voler, ils veulent de l'argent, ils veulent ce qui est à eux. Alors, il faudrait s'asseoir avec le Québec. Le problème, c'est que le Canada a mal vieilli. Le système qu'utilise Trudeau, c'est de diviser pour régner, de dire c'est de la faute du Québec, c'est au Québec à s'occuper de ça, je suis désolé. Puis la frontière, l'affaire du coronavirus est un autre exemple typique. C'est une épidémie. Ah oui. Il faut fermer la frontière s'il y a un danger. Ah non, on ne touchera pas à Dorval, puis on ne touchera pas à Chemin-Roxham, puis on va laisser aller. La politique mondialiste, multiculturaliste canadienne est durement mise à l'épreuve de ce temps-ci. Et moi, comme et vous, pareil, on le dit, il faut que le Québec soit prêt maintenant à faire face à ce qui s'en vient pour en retirer ce qu'on veut tant. On prouve actuellement que le fédéralisme, on le démontre actuellement jour après jour, sa nocivité ici. Et là, surtout la crise en ce moment avec la panique. Moi, je pense qu'on a un rôle au Québec là, à jouer pour détruire plusieurs mythes canadiens depuis plusieurs années. Par définition, une panique, ça ne dure pas. Non. Par définition. Quand l'énergie est gaspillée, les gens se calment. Il faut se reposer. Hein. Bon, alors c'est une détente. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a quelque chose que je voulais dire. C'est important. Ah, j'ai oublié. C'est correct. Mais bref, c'est ça. On monte actuellement... ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je l'ai trouvé. Écoutez, ce qui bloque le Canada, c'est la recommandation de Durham de noyer le Québec avec de l'immigration. La raison pour laquelle on a perdu le référendum de 95, parce que les non-Québécois de souche ont voté non à 95 %. Alors, la crise qui commence avec le coronavirus, puis la grosse crise qui commence, une chose que les gens ne veulent pas comprendre, puis que je leur dis depuis longtemps, c'est que la crise qui s'en vient, c'est une crise d'égalisation des richesses puis des taux de natalité dans le monde. C'est planétaire, c'est fini. Ce qui fait qu'il n'y aura plus d'immigrants qui vont venir au Québec parce que ça va être aussi riche qu'ailleurs, plus froid, plus pauvre du Canada, deux langues compliquées. Alors, l'immigration, ça ne s'arrête jamais complètement, l'immigration. L'immigration de masse, les gens que je vois rentrer dans mon quartier, puis je leur dis, si tu avais été là dans les années 70, tout était neuf, là, tout est défoncé. Dans mon quartier, les rues sont défoncées, il y a des gros trous. Bon, j'ai dit, c'est clair qu'on tombe, qu'on descend, parce que c'est désorganisé. C'est désorganisé. Montréal n'a pas de plan d'urbanisme parce que c'est la chicane entre le West Island puis le côté francophone, puis ils veulent pas avoir de plan d'urbanisme. Ça veut dire que les rues changent de nom, Rosemont devient Vernon. Montréal est rendu un gros Canada. C'est le bordel. Ouais. En passant, Montréal est la seule région véritablement multiculturelle du Canada. Il y a vraiment une communauté qui vit en français, vraiment une communauté qui vit en anglais, vraiment une communauté qui vit en yiddish, vraiment une communauté qui parle cri, l'inuit. C'est vrai, ça. Alors, évidemment, ça crée... Il y a une richesse, notre richesse culturelle, là. La raison pour laquelle on produit tant de vidéos puis de trucs, ça vient de là. C'est bon, l'immigration, c'est bon. Absolument, c'est on le n'a rien contre. Oui. Mais si l'immigration s'arrête, ce qui va arriver, là, les Québécois de souche sont convaincus qu'il faut faire l'indépendance, qu'il faut changer le Canada. Changer le Canada, tout le monde est d'accord. Justin Trudeau est en train de nous le démontrer très bien. Oui, mais c'est pas fait. Fait que là, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours la masse des néo-Québécois qui, encore, l'opinion que c'est pas bon l'indépendance, parce qu'on n'en a jamais parlé. Puis nos chefs refusent de leur en parler. Mais si l'immigration s'arrête, ceux qui doivent quitter le Québec, qui ont toujours quitté, c'est ce qu'on appelle le Western Drift, la dérive à l'ouest de la population nord-américaine. La richesse est dans l'ouest, le pétrole, les terres, etc. Alors, ça va se continuer avec les anglophones qui vont quitter le Québec. Les Anglais, les vrais Anglais de Grande-Bretagne ont déjà été 25 % de la population au Québec. Ils sont 3 ou 3,5 %. Bon. Alors, ils vont continuer de quitter, ceux qui ne veulent pas apprendre le français. Puis ceux qui veulent se marier à nous, ben, ils vont devenir Québécois de souche. On est tous mêlés. Vous avez de l'Écossais, il y a des Noirs dans nos enfants, il y a des Autochtones. Tandis que le Canada, en ce moment, nous met une rivalité complètement qu'on ne sent pas, nous, mais qui, eux, travaillent très fort pour à long terme,
si on assimile des Autochtones qui deviennent Québécois de souche, des immigrants qui viennent des Québécois de souche, puis les autres continuent de se foutre le camp, bien là, on va le gagner, le référendum. Fait que c'est pour ça que je dis aux gens, le phénomène de l'immigration massive, qui est une espèce de... Ils se dépêchent de noyer le Québec, ça ne marchera pas, les régions restent françaises, puis Montréal, moi, ce que je vois, là, les jeunes... Les vieux immigrants, ceux qui ont plus que 30 ans, ils ont appris l'anglais dans leur pays d'origine, fait qu'ils parlent en anglais entre eux, ils ont tendance. Des fois français. Puis il y a beaucoup de francophones qui rentrent au Québec comme immigration. Mais les enfants que je vois dans mon quartier, parce que c'est là qu'ils rentrent, les immigrants, là, présentement, là, ils s'installent. Ils parlent français. Les Chinois parlent français des Noirs, puis je les écoute là, à côté de l'école, là, puis ils parlent de moi, mon ballon, puis ça, bon, puis ils parlent en québécois. Bon. Fait que le mouvement, quand l'immigration massive s'arrête, parce que l'immigration, il y en a toujours, ben ça va être le pays va créer le peuple. Puis le peuple québécois, on va tous devenir des Québécois de souche, on va être un peu plus bruns. Bon, c'est tout. Puis à ce moment-là, l'indépendance va se faire. Ça pourrait se faire, l'indépendance, dans les prochaines années, s'ils utilisaient les arguments, mais les chefs indépendantistes ne veulent pas le faire. Moi, j'ai publié des trucs, je parle des droits de passage, j'ai donné la liste à des chefs. Regardez la liste de tous les pays qui mettent des droits de passage. Je ne l'ai pas inventé, vous avez la référence Internet. Allez, j'ai menti, allez vérifier, je donne la référence. Je leur donne des listes à pu finir, il y en a jamais 50. Mais avec ce qui s'en vient, M. Nantel, est-ce qu'on peut espérer aussi peut-être avoir une entente? On sait que l'Ouest est très mécontente en ce moment, du gouvernement fédéral aussi. Il n'y aurait pas moyen aussi, entre autres, d'aller voir les dirigeants albertains puis de prendre une entente pour modifier ce pays-là, donner plus de souveraineté à chacune des régions, qui serait la souveraineté association, parce que... Voilà. Ouais. Quand j'ai habité au Canada anglais, d'abord, il y a deux choses. Quand j'ai habité au Canada anglais, il y a une chose que j'ai compris, c'est que tout ce qui pourrait accommoder les demandes du Québec, c'est non. Ouais. Je ne sais pas si je sais pas ce que les gens comprennent pas. Je ne sais pas ce que les gens comprennent pas dans le mot non. C'est-tu le premier N, le O ou le deuxième N? C'est non. C'est non, 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 non. C'est blocage, c'est un blocage psychologique, etc. Mais là, l'Alberta s'est embarqué un doigt dans l'engrenage. Il voulait une modification constitutionnelle. Oui, deuxième chose. Oui, mais là, ils peuvent le faire sans nous. 7 provinces, 50 c'est très difficile. Il faut passer au Sénat, mais ils pourraient le faire sans nous. Ce qui nous, au Québec, ils vont s'entendre. Mais ce qui plaît au Québec, ils ne veulent pas. Ils sont braqués, là. C'est comme ça. C'est généralisé. Par contre, quand j'habitais au Canada anglais, je leur disais, écoutez, quand ça va se finir, toute cette histoire-là, ça ne marchera pas, c'est un pays Est-Ouest, puis tu s'en vas dans le sens Nord-Sud. Ça va sauter, tôt ou tard. J'ai dit, on peut appeler ça l'entente de la totale victoire du Canada anglais sur le Québec. Ça va être la souveraineté association. Ou on pourrait appeler ça la totale défaite du Québec. Ça va être la souveraineté association. Ouais. C'est juste des mots. Ouais. C'est que la souveraineté association, c'est quelque chose de normal, parce que c'est nous qui occupons le territoire, c'est nous qui sommes en position de force. Pour négocier. Ouais. Mais nous, c'est pas notre intérêt de nuire au Canada anglais. Notre intérêt, c'est qu'ils fassent beaucoup d'argent, qu'ils passent souvent à travers le Québec, qu'on mette des droits de passage, puis qu'on s'enrichisse, qu'on leur vende des choses qu'ils nous en vendent, mais qu'ils arrêtent de nous marcher ses pieds. Puis ça, c'est quelque chose, c'est ça qui s'en va, c'est la géographie, c'est la géopolitique. C'est ça que j'explique dans mes vidéos, que je dis à tout le monde. Nos chefs ne veulent pas le faire parce qu'ils veulent se faire élire. On va se faire élire, on en parlera plus tard. Ils ne veulent pas en parler aux immigrants. Le Canada fait rentrer un paquet d'immigrants le plus compliqué possible pour jeter des grains de sable dans la machine jusqu'à ce que ça bloque. Puis là, bien là, ça bloque. Puis les Autochtones, qui ont été beaucoup plus malmenés que nous, parce qu'en histoire, il y a 3 choses importantes. Le nombre et le nombre. Ils sont 2-3 % de la population. Si on veut les massacrer, là, si on voulait les massacrer, là, que tous les Canadiens prennent des guns, qui c'est qui va gagner, d'après vous? Mais nous. Bon. Fait que les Autochtones sont forts de notre faiblesse, puis du fait qu'on est riche, puis que nous, les Québécois, on veut vraiment régler. Puis je pense que le Canada anglais, il ne veut pas payer, mais il aimerait bien s'entendre. Mais il ne veut pas payer, ça coûterait trop cher. Mais dans cette dynamique du fédéralisme-là, on est perdant en ce moment. C'est chose certaine. Si on continue là-dedans, écoutez, puis il n'y a plus aucun avantage. Ce que je trouve d'agréable quand même dans l'actualité actuellement, c'est que tout le fond mythique canadien est en train d'exploser, est en train d'éclater. Et grâce à vos vidéos, M. Nantel, quand vous m'avez parlé de géopolitique en premier, quand on commence à comprendre où on est situé sur le globe, et là le chantage du Canada anglais, entre autres, qui disait « Ouais, mais vous allez avoir à négocier une dette. On n'est pas certain que vous allez utiliser le dollar canadien. » Quand on connaît notre situation géographique, on dit « Non, c'est pas... nous qui aurons à négocier ça avec eux, c'est eux qui devront négocier avec nous aussi. » Puis nous, on a avantage, comme vous dites, à ce que tout aille bien. On n'est pas là pour mettre le chaos au Canada. Notre économie au Québec se développe dans un sens nord-sud. 70 % de nos exportations... Laissez-nous aller là-dessus, puis on va vous laisser... Oui, mais on contrôle l'accès ouest. Ouais.
En plus. Leur sortie. Oui. Donc, nous, on ferait de l'argent en vendant, normalement, avec l'économie. Oui. On va faire de l'argent dans le sens S-Ouest, parce que ça fait notre affaire à ce qu'il y ait des échanges à travers le Québec. De plus, de toute façon, c'est pas notre nature. Mais le point, c'est pas... Les Québécois ont essayé, puis d'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement. Peut-être que si on leur présentait ça autrement, c'est non. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas dans le non-non. Ou plus simple, dans le non-non. Non, ça, c'est clair. Le fédéralisme nous l'a dit, c'est non. C'est non. C'est à prendre ou à laisser, tandis que là, les derniers mois commencent. Oui, mais là, avec les Autochtones, les Autochtones sont forts de leur faiblesse. Fait que là, ils se disent, ben là, tout va être bloqué au Canada. Fait que je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils pourraient s'entendre, à la limite, s'entendre avec les Autochtones, puis rien donner au Québec. Mais ça serait trop... Puis, ce qui empêche l'indépendance au Québec, c'est l'immigration. Quand l'immigration s'arrête, elle ne s'arrête jamais complètement, mais l'immigration de masse s'arrête, puis qu'on se commet à tout assimiler ça, bien 20 ans plus tard, on se retrouve avec un problème d'indépendance. Ah oui, parce qu'avec le taux de chômage qui risque d'augmenter dans les prochaines semaines, là, l'argument qu'on a une pénurie de main-d'œuvre risque de battre de l'aile. Alors, c'est de la foutaise, ça. Moi, j'ai souvent dit aux gens, l'immigration, c'est bon, c'est modéré. Oui. Puis le Québec devrait avoir comme politique, on nous dit, on est des racistes parce qu'on refuse de disparaître comme peuple en 30 ans. Ça. On est des racistes. C'est des sottises, des bêtises. Ouais. Alors moi, ce que je dis, les chefs du PQ, là, qui veulent se faire élire PQ, ils devraient dire, on va prendre la moyenne d'immigration mondiale. Ah oui, déjà là. D'après vous, ça serait combien d'immigrants? Ça serait 5-10 000. Oui, c'est ça. Parce que c'est non dans le monde entier. Et nos capacités quand je parle d'immigration, je ne parle pas de faire comme la péninsule arabique, là. Il y a 80 d'étrangers aux Émirats arabes unis, mais ils ont zéro de droit. Ouais. Ce dont je parle, c'est une immigration où la personne rentre, puis 3 ans, 5 ans, 7 ans plus tard, sont citoyens comme vous et moi. Ouais. Bon. Ben, si on faisait ça, là, je pense qu'on aurait 5 000 immigrants par année. Fait que ce que je dirais, c'est, OK, on ne sera pas raciste, on prend la moyenne mondiale. Ah non. Ben là, ils seraient baisés. Puis ceci dit en passant, c'est ça qui va arriver. Dans le sens que la crise qui commence, ça va être une crise d'égalisation, c'est-à-dire que tous les pays pauvres, je sais, j'ai vécu en Asie puis en Amérique latine, ça monte à une vitesse folle, puis nous, on descend. Fait qu'on va se rencontrer. Pas que ça va se rencontrer égal, ça ne sera jamais égal. Ça n'a jamais été égal en Europe, par exemple. La Pologne a toujours été plus pauvre que la France ou que la Grande-Bretagne. C'est pas ça le point. C'est qu'à un moment donné, il y a un équilibre qui se produit dans le, comment j'appelle ça, dans le confort. C'est-à-dire que l'argent que vous faites, plus le climat, plus l'agrément de la culture, plus la beauté du paysage, tout ça, ça s'équilibre. Puis les gens, il y a une chose qui se passe, c'est ça d'ailleurs pourquoi il y a l'immigration au Québec, c'est que les gens, ils votent avec leurs jambes. Ils disent non, j'aime pas ça dans mon pays, je m'en vais ailleurs. Puis il y a un très bon truc que Guy Nantel a dit, ça j'ai aimé dans son livre qui dit ça. Il dit tous les immigrants qui rentrent ici puis qui disent qu'on est des salauds de racistes, là, parce qu'on a la peau blanche, on est d'origine européenne, donc on est coupable de tout ce qui a été fait par les Britanniques, etc. Il dit que les Québécois sont racistes et je vais simplement leur poser la question, mais pourquoi est-ce que vous immigrez au Québec? C'est drôlement bon comme question. Oui. Pourquoi tu viens au Québec si tu dis que les Québécois, c'est des salauds? Non, on voit que c'est... À un moment donné, il faut arrêter, là. C'est un message qui est monté de toutes pièces par nos adversaires. C'est pas nouveau. Cette technique-là, elle est purement britannique, coloniale. C'est sûr qu'à travers le temps, on perd nos références, voir de où les origines de tous ces problèmes-là. Mais... vous savez, la mondialisation, en parlant, oui. C'est une égalisation généralisée du savoir, de l'industrie, Fait que ça va s'égaliser. Si ça s'égalise, le Québec, l'exemple de la Chine. La Chine, nous, on a passé en bas de 2,1 enfants par femme en 72 à peu près, 70, 71, 72. Quand c'est arrivé, j'étais jeune, je dis, mais il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour empêcher que ça tombe. Ils n'ont rien fait. Ça a baissé, puis on était à 1,7, 1,6. La Chine a commencé 10 ans plus tard, en 79, c'est ça, 79 qui ont fait la politique, ou 81, la politique d'un enfant par femme. Mais ils vont les prendre où, les 200 millions d'immigrants dont ils vont avoir besoin dans 20 ans? Parce que le nombre de travailleurs qui rentrent sur le marché du travail, là, il baisse. Puis là, leur nombre de personnes âgées monte en flèche. Fait qu'ils ont dit, OK, vous avez le droit de faire plus d'enfants. Allez-y, vous pouvez faire deuxième, troisième. Ça n'a pas marché. J'ai vu qu'en Chine, les jeunes, ils disent, ben, peut-être un, peut-être avoir un, peut-être. C'est fini. Fait que le résultat, c'est que quand tout va s'équilibrer par vase communicant, ben, je suis pas sûr, moi, qu'il y a beaucoup de Chinois qui vont marcher avec qui vont voter avec le pied et qui vont venir vivre dans nos bancs de neige. Fait que quand ça va s'équilibrer,
C'est pour ça que je vous dis, la géographie va gagner sur l'histoire. Ça s'en vient, l'indépendance. Mais présentement, le problème, c'est que les immigrants, on les a convaincus que c'était nuisible, qu'on était des méchants, puis qu'il fallait s'opposer aux Québécois. Mais ça va changer dès qu'on va commencer à assimiler les gens qui vivent parmi nous. Puis c'est commencé dans ma famille. Mon ex-femme est toujours brésilienne. Mon beau-frère est chilien, mon oncle est indien des Indes, etc. Il y en a plein dans ma famille. Puis c'est des gens, là, qui sont vraiment, ils veulent vraiment devenir Québécois. Alors, c'est tout pour cette émission. Il va y avoir beaucoup d'événements là, au Canada parce qu'on sent qu'il va y avoir du bouillonnement dans les prochains jours, prochaines semaines. Et Radio Infocité et Vigile va inviter des messieurs comme Jean-Jacques Nantel, Jean-Claude Pomerleau et autres pour vous expliquer comme il faut l'actualité et les enjeux en cours. Alors, merci et à la prochaine. Au revoir.